Je m'appelle Sam Mendelssohn. Je m'occupe des publications principales depuis plusieurs années. Et nous nous occupons du processus de sélection et d'évaluation. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Cette séance est interprétée vers le français et vers l'espagnol. Donc, si vous préférez écouter le français ou l'espagnol dans l'application Sociaux, vous avez la possibilité de choisir la langue. Alors, je vais commencer par vous montrer quelques diapositives pour vous donner un petit peu la toile de fond du prix européen de la microfinance et de cette édition 2020. Je vais parler du processus de sélection, de la liste de finalistes, de demi-finalistes et de finalistes, et puis vous présenter également un ouvrage sur le sujet sur le thème « Encourager une épargne efficace et inclusive » et qui portera également sur les 10 finalistes. Et puis mes invités prendront également la parole et il y aura donc une discussion. Nous avons eu 70 demandes, ou candidatures plutôt. Alors, les différents participants seront présentés. Nous allons alterner un petit peu entre nous pour vous les participer, voir quels sont les points les plus intéressants, les plus novateurs à propos des 10 dernières candidatures. Nous allons parler également des réponses apportées à la crise du Covid. Et il y aura également la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions par le chat. Essayez de poser des questions précises. Alors, Manos Demese Chiara. Manos est un expert en épargne. Il a participé à des projets d'épargne partout dans le monde. Chiara est l'une des consultantes qui a aidé notre équipe à évaluer les candidatures reçues. Donc, elle connaît très bien le sujet d'aujourd'hui. Et vous voyez leur biographie sur la page de la session, si vous souhaitez davantage d'informations. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques diapos. Alors, quelques mots à propos du prix européen de la microfinance. La cérémonie de remise du prix se tiendra cet après-midi. Ce prix a été lancé en 2005. Une édition a lieu chaque année depuis 2014. Le prix principal s'élève à 100 000 € pour le lauréat et 10 000 pour les finalistes. Des demandes d'organisations actives dans les services financiers partout dans le monde sont envoyées et le processus de demande et d'évaluation est rigoureux et se fait en plusieurs étapes. Alors, je vais vous expliquer le processus de sélection et d'évaluation dans un instant. Donc, un processus d'évaluation, une période de recherche, de consultation, la mise en place d'un concept, de consignes, des différentes procédures et puis des comités qui évaluent toutes les demandes pour en arriver à la crème de la crème que nous allons présenter aujourd'hui sur la base de certains critères préétablis. Et la performance financière est évaluée, des audits doivent être fournis également. Pourquoi est-ce que l'épargne est tellement importante? Quand nous avons lancé ce prix, au début de l'année, nous ne savions pas trop à quoi allait ressembler cette édition, mais deux choses nous ont frappés. Nous avons pu adapter le processus pour que ce soit le plus facile possible pour les candidatures, et cela se reflète par le nombre élevé de candidatures que nous avons reçues.
Et il s'est avéré également que l'épargne est plus importante que jamais. L'épargne permet de lisser la consommation. C'est extrêmement important cette année. L'épargne permet de se protéger contre des chocs. Elle offre un filet de sécurité. Par définition, les clients de la microfinance sont vulnérables. L'épargne permet de planifier à long terme. Ensuite, l'autonomisation des femmes. L'épargne peut être utilisée comme capital, peut être utilisée comme investissement. L'épargne permet d'intégrer les personnes dans des systèmes formalisés, et l'épargne est quelque chose de sûr et de facile à utiliser. Alors le sujet retenu pour cette année, c'est encourager une épargne effective et inclusive. Nous avons beaucoup réfléchi à l'intitulé et il y a 3 éléments clés dans ce sujet. Premièrement, nous étions à la recherche d'initiatives qui permet de comprendre véritablement le comportement des clients pour que l'épargne soit facile, positive et précieuse pour eux. Deuxième élément, est-ce que l'initiative correspond bien aux besoins réels des clients et est-ce qu'elle leur est utile? Et enfin, est-ce que l'épargne est inclusive? Est-ce qu'elle dessert des segments cibles peu desservis jusqu'à présent? Alors, ce n'était pas très lisible à l'écran, mais ceci simplement pour vous montrer le processus d'évaluation. Nous avons reçu 70 candidatures provenant de 37 pays. Donc, c'est un formulaire sur quelques pages où il faut donner des informations sur l'initiative, sur le contexte de l'épargne et des données de base. Ensuite, 38 candidatures ont été acceptées, sont passées au deuxième tour. Et là, la procédure est un peu plus détaillée. À ce moment-là, il faut présenter des documents, des lettres, des données plus détaillées. 19 candidatures ont été présélectionnées au mois d'octobre et des experts ont donc évalué ces candidatures, ont choisi 10 demi-finalistes, puis 3 finalistes et le lauréat sera annoncé cet après-midi. Voici les finalistes et demi-finalistes dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler de cette publication, Encourager l'épargne effective et inclusive. Elle est disponible sur le site web de la plateforme européenne de la microfinance. Donc, les meilleures pratiques de cette édition 2020. Quand nous avons commencé à rédiger cet ouvrage, nous voulions vraiment donner un panoramé des organisations. Quels sont leurs points communs? Quelles sont leurs différences? Et nous avons trouvé 3 approches. Certaines organisations conçoivent des produits pour des personnes et qui poursuivent une finalité particulière. Quels sont les besoins des personnes? Quelles sont les finalités? Ensuite, il y a des initiatives qui permettent donc l'épargne et qui permettent d'innover en utilisant les technologies. Troisième approche, encourager les clients à épargner. Il s'agit surtout d'éducation financière. Alors, tous les 10 demi-finalistes ont intégré ces aspects-là, mais se sont distingués dans une approche en particulier. Voilà, et j'accueille Chiara Pescatori et Manoj Sharma. Merci. Donc nous allons maintenant évoquer les 10 organisations et nous allons commencer par la conception de produits pour les personnes et pour une finalité. Tout d'abord, nous allons entendre Boussa Gonafa, un ancien lauréat d'il y a 12 ans de ce prix, et nous allons brièvement faire une présentation et ensuite nous entendrons Manoj.
Boussa est financier en Éthiopie. Depuis 1989, il a constitué une ONG qui n'a proposé des possibilités d'épargne que jusqu'à 2012. Il se concentre sur les femmes et les jeunes qui ne possèdent pas de terre et les petites exploitations. L'initiative principale présentée pour le prix de cette année, c'est un modèle qui s'appelle DEJAP. C'est une association qui vise à offrir des produits d'épargne de façon très localisée, sur le pas de la porte pour ainsi dire. Ça veut dire qu'ils ont des services sur place, des possibilités de rencontre des clients en face à face, chez eux, localement, pour prendre en compte les besoins en termes de fréquence d'épargne et d'encouragement à la discipline de l'épargne. Les dépôts sont collectés de façon régulière, à une fréquence décidée par le client. On décourage les tentations de dépenses. C'est vraiment un service d'information aux épargnants avec la possibilité offerte de s'engager dans un schéma d'épargne avec des objectifs clairement définis par le client, avec des objectifs donc prédéfinis. Alors commençons par Manoj, bienvenue à nouveau. Qu'en est-il donc de cette initiative, Boussa Gunafa? Eh bien, bonjour Sam, bonjour à tous. Je pense que ce qui ressort de ce projet, c'est une méthodologie qui existe depuis de nombreuses années. Un modèle qui a été modifié et qui est fourni comme service aux personnes qui en ont besoin. Alors on parle de microfinance et de pas de porte à dessein. Il ne s'agit pas de parler de crédit pur et simple, mais avant tout de services apportés sur place, devant le pas de porte des clients. Et il est vrai que à la base, le service est coûteux, mais il s'agit d'avant tout être flexible. Les institutions formelles ont de tels produits d'épargne. Il s'agit de fournir tant d'argent en tant de temps, etc. Mais ça ne marche pas toujours. Et donc, il s'agit de développer un modèle qui permet de varier les fréquences et les montants. Et ce qui est crucial également, c'est que le processus intègre le client. En l'occurrence, dans le programme d'épargne, nous avons une grande interaction avec 3 à 5 rencontres entre l'agent et le client pour évoquer les liquidités, l'objectif, l'historique du client, ce qui est très important. Et il s'agit avant tout d'impliquer le client dans ce service à domicile. Tout un processus permet une profonde interaction dans le cadre de la communauté, puisqu'il y a cette pression de la communauté et qui doit être utilisée. Les gens voient que leurs voisins arrivent à mettre de l'argent de côté et c'est comme ça que ça fonctionne. Ceci les incite à poursuivre. Passons maintenant à Muktinath avec une petite synthèse, une fois encore. Muktinath, c'est également un des finalistes de cette année qui est une banque de développement connue au Népal, créée en 2007 avec 130 000 micro-épargnants dans la microfinance. Muktinath a une approche telle que elle se tourne vers les faibles revenus
pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se tourner vers le système bancaire conventionnel. Moctinap offre un modèle d'épargne groupée sur mesure avec des possibilités d'incitation entre les épargnes volontaires et des retours d'intérêt, en rattachant aussi des produits d'assurance intéressants également, tout en accompagnant ceci d'une sensibilisation au monde financier. Donc des réunions à domicile ont lieu de façon groupée, et il est possible également aux clients de se rendre au sein du siège de la banque pour rencontrer un conseiller. Il y a plusieurs types de produits: épargne, pension. Si le client ne retire pas pendant 15 ans, il y a un doublement du montant qu'il peut retirer à terme. Il y a un accès facilité à l'assurance vie, toute une série de produits donc, mais c'est une vraie combinaison du facteur obligatoire et volontaire en termes d'épargne. Donc Chiara, qu'est-ce que vous pensez de Moctinap? Comme vous l'avez dit, comme Manoj l'a dit, cette approche à domicile est positive en s'adressant à des groupes d'épargnants et en les impliquant. Ce qui est très important, vu la couverture qui existe au Népal, les clients se trouvant dans des zones hors d'atteinte, peu desservies, et cette approche de venir chez le client est très encourageant pour l'épargnant. Et les clients ont plus d'intérêt à développer leurs épargnes. Et c'est un service très intéressant également, avec de très bons produits qui permettent de répondre à différents besoins. Il y a un régime d'épargne prévoyance retraite. L'épargnant voit qu'il y a une grande récompense en bout de course après la période d'épargne, et donc ceci est positif pour eux. Et même les clients peu aisés, comme Manoj l'a dit, et qui ne peuvent pas épargner régulièrement, et peuvent être pris en compte. Il y a également des groupes d'épargnants issus des travailleurs migrants. J'ai déjà travaillé dans ce secteur avec la couverture de migrants. La plupart de l'argent qui est dégagé est utilisé pour la consommation. Alors, la consommation fait partie de l'équation, bien entendu. Mais dès que ces réfugiés rentrent chez eux, eh bien, il est possible de réutiliser le capital qui a été mis de côté, et ceci avec de faibles taux d'intérêt en lien avec la banque locale. En tous les cas, le modèle est tout à fait adapté au marché existant et tout à fait centré sur le client. Merci. Passons à la troisième organisation de cette première catégorie de conception de produits pour les clients et pour un objectif précis. Il s'agit de la coopérative Affondesurco du Pérou. Affondesurco est une coopérative et une union de crédit au Pérou, essentiellement pour le monde rural, agriculteurs, éleveurs, négociants. Les clients sont essentiellement d'origine rurale, beaucoup étant très pauvres. Affondesurco est intéressante à plusieurs titres par rapport au nombre de produits, avec un rythme d'épargne régulier en monnaie locale et étrangère. C'est une alternative au système de pension qui, au niveau national, exclut les populations pauvres. Et de la sorte, ils peuvent mettre de côté l'argent pour la retraite. Avec un plan d'épargne mensuel,
déterminés en fonction d'objectifs définis par les membres, par exemple acheter de l'équipement ou poursuivre un objectif en capital. Et il y a donc un travail qui est fait avec le client pour déterminer la durée de l'épargne, et ceci permet d'accéder à une ligne de crédit en utilisant les épargnes comme garantie. Il y a également l'épargne mobile qui permet de réaliser des opérations importantes auprès de parties tierces et même en devises étrangères. Ce que j'ai fortement apprécié, c'est le compte d'épargne pour les enfants qui permet de mettre de l'argent de côté pour l'éducation future des enfants. Fondé sur Co est une institution très forte. En quelques années à peine, elle a conçu ses produits d'épargne en gardant en tête le profil des clients. Ils ont essayé de les aider à obtenir une pension et en pensant également à l'éducation future des enfants en épargnant comme principe de base. Et en pensant donc non seulement aux épargnants, mais également aux enfants des épargnants. Manoj, fondé sur Co, qu'en dites-vous? Sam, vous l'avez dit, il s'agit d'un grand nombre de produits qui commencent à exister. Et effectivement, ce produit de retraite et l'épargne pour les enfants sont fantastiques. Le fait de pouvoir offrir un produit de retraite, souvent c'est très complexe, implique que le régulateur doit veiller à ce que le système soit assez fort pour garantir des fonds sur une très longue période. Et en tous les cas, c'est un grand soutien qui est apporté du côté de Fondé sur Co. Et si les peuples, les pauvres, les agriculteurs qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale peuvent avoir accès à un tel système d'épargne retraite, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Autre aspect également, c'est l'orientation rurale. 26% des clients qu'ils servent sont des gens très pauvres. Et donc, c'est un très bon ciblage. Sam, vous l'avez dit, quand on traite de clients pauvres, voire très pauvres, il s'agit d'assurer des priorités en termes de crédit, d'épargne, d'assurance, et il faut offrir des produits plus groupés. Du genre, vous épargnez auprès de nous, si vous voulez un crédit, nous pouvons faire un groupage. Il est difficile en réalité de vendre ces produits et d'arriver à expliquer quels sont les différents modules en réalité. Donc c'est très positif tout cela. Effectivement, il y a une construction des épargnes en atténuant les risques et c'est très utile et taillé sur mesure en fonction des besoins des agriculteurs. Parfait, passons à la deuxième grande catégorie, à savoir la façon dont nous subdivisons cela pour permettre l'épargne via l'innovation. Nous venons d'écouter 3 organisations qui permettent aux prestataires de réfléchir aux besoins de leurs clients et de concevoir ainsi les produits. Et maintenant, nous allons voir comment proposer ces services à ces clients. Et nous allons commencer par Renaka du Bénin. Renaka fait partie des 3 finalistes. Renaka est une union de coopératives au Bénin, un réseau de 18 agences et de sous-agences, donc une union de coopératives établie en 2005 qui cible surtout des populations à faible revenu et vulnérables dans les zones rurales, plus de 150 000 clients épargnants. Alors, comment est-ce que Renaka permet l'épargne et de proposer l'épargne de manière novatrice? Leur initiative se concentre sur la collecte de l'épargne locale via une large gamme de produits, tontines de proximité, dépôts à terme et à vue,
et la promotion de l'épargne par le biais de groupes d'épargne et de crédit, le tout soutenu par des applications mobiles et des tablettes pour que la sécurité et la fiabilité des transactions soient assurées. Ce qui est intéressant ici, c'est le modèle du pas de la porte. Et là, ce sont surtout des agents, des femmes qui travaillent en duo, supervisés par une personne. Et l'idée, c'est d'apporter une contribution durable pour accroître l'autonomie de groupes sociaux à faible revenu, pour accroître leurs ressources et pour sensibiliser également à l'épargne solidaire auprès de ces populations. Chiara, qu'est-ce qui vous a frappé à propos de Renaka? Est-ce la manière qu'ils ont trouvé d'adapter un modèle de tantine ancienne ou autre chose? Alors, pour décrire Renaka, j'utiliserai le mot autonomisation. Comme vous l'avez dit, les agents vont au pas de la porte des clients, des femmes sont formées pour être en contact avec le client, pour utiliser également le matériel technique. Et puis, il y a les groupes de crédit et d'épargne. Et là aussi, c'est une manière d'autonomiser les clients. 70% des clients sont des femmes en zone rurale. Donc, l'autonomisation est prédominant ici et inspirant. En plus, il propose également des formations destinées aux clients, donc pour comprendre l'importance de l'épargne, pour protéger le client et pour comprendre les différentes conditions et pour utiliser la technologie. Donc, c'est une approche très intéressante en termes d'autonomisation et d'inclusion. Oui, moi aussi, j'étais impressionnée par cet aspect de la formation. Beaucoup d'attention est accordée à la supervision de ces femmes et j'aime beaucoup l'idée de combiner un ancien modèle, à savoir la tontine africaine, avec des tablettes, des applications, des serveurs mobiles et que l'accent soit mis également sur l'éducation. Très bien. Passons à un autre pays, à une organisation différente, Mobilink Microfinance Limited au Pakistan. Mobilink est une banque de microfinance au Pakistan et c'est une initiative de taille 20 millions d'épargnants en 2019. Le produit phare s'appelle Jazz Cash. C'est un portefeuille mobile. Il est facile d'ouvrir un compte, il est facile d'apprendre à connaître le client, facile à maintenir et il y a un réseau important de guichets automatiques et d'agences. Les portefeuilles sont conçus pour des communautés qui n'ont pas ou peu accès à des infrastructures bancaires. Alors, par exemple, des femmes ou des étudiants qui sont à distance. La mise à l'échelle a été importante et c'est là que l'innovation intervient. Le client est encouragé à épargner. Alors, des minutes d'appel gratuits, des réductions et puis des produits d'épargne plus classiques, des pots à terme, compte épargne. Et tout cela est appuyé par un programme d'éducation avec la Banque du Pakistan. Donc, il y a pas mal de modules sur l'épargne, le droit des consommateurs, les services bancaires dématérialisés, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cela montre bien les économies d'échelle qu'il est possible de mettre en œuvre lorsqu'on dispose d'un réseau de ce type et qui permet donc de fournir des services
à des communautés éloignées où il est difficile d'établir des agences. Manoj, alors là il s'agit d'une initiative proche de votre région. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier chez Mobilink Microfinance? La technologie numérique, les services auxquels nous avons toujours pensé permettent maintenant de faire évoluer l'épargne. Et c'est merveilleux de voir qu'une organisation le fait et l'a mise à l'échelle. Ils ont beaucoup d'épargnants et 119 millions d'euros en dépôt. C'est très positif. Alors, les portefeuilles, les paiements B2B. Alors, peut-être qu'il faudrait faire plus que de proposer des paiements. Et nous sommes passés au crédit numérique. Les crédits, c'est tout de même le moteur. Donc là, l'accent est mis sur l'épargne. Vous avez parlé de l'éducation financière. C'est important. Et c'est important de disposer d'une plateforme pour pouvoir fournir tout cela. Donc c'est très bien de voir ce modèle hybride et une bonne compréhension budgétaire également, des produits épargne intéressants et puis des dépôts à terme. C'est comme ça que les gens veulent garder de l'argent en sécurité et pendant longtemps. Alors, la clientèle évolue, il y a plus de jeunes qui préfèrent des produits numériques. Alors, il y a des éléments intéressants ici, par exemple des minutes gratuites d'appel. Donc là, ce sont de bonnes incitations qui tiennent compte de la nouvelle génération. Oui, et puis l'éducation financière, il y a tellement de modules qui sont proposés. Très bien. Passons au Ghana maintenant pour la plateforme DSS. Il s'agit d'une institution qui, comme Renaka, a pris un modèle ancien et l'a adapté au XXIe siècle. Et dans ce cas-ci, DSS fournit des services à des entreprises d'épargne sous-sous, qui signifie plan et épargne au pas de la porte. Donc c'est un modèle en fait qui existe en Afrique de l'Ouest depuis très longtemps. DSS est une fintech, il était prestataire sous auparavant et donc une plateforme a été mise en place pour systémiser les opérations des clients et pour améliorer la qualité, la sécurité des produits fournis. Cela permet de réduire le risque, cela permet d'accroître la transparence, l'accessibilité, tout en misant sur une pratique bien établie que les gens comprennent bien. Alors, une chose qui a attiré mon attention, c'est que DSS comprend qu'il y a des défis dans l'épargne classique sous-sous. Par exemple, des détournements de fonds, donc un euphémisme pour des vols en fait par des agents sur le terrain. Et donc, ils ont compris qu'il était important de sécuriser la confiance, les relations. Il fallait que tout soit plus sûr et plus transparent. Alors, plusieurs produits, épargne SUSU plus, par exemple pour des jeunes, et puis un compte professionnel avec des retraits gratuits, pas de dépôt minimal, et une smart card a été fournie également. Chiara, qu'est-ce qui est particulier ici? Merci Sam. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de combiner la tradition, donc un ancien modèle d'épargne, et de le réadapter, enfin de l'adapter plutôt au XXIe siècle. Ils ont maintenu la tradition, ils l'ont améliorée pour tenir compte des besoins du client. Donc j'aime l'approche centrée sur le client,
c'est un thème qui revient. C'est plus sûr pour les clients. Les clients connaissent le produit et la modalité de distribution a été adaptée. Et autre élément, il y a un programme de formation, c'est essentiel. Une fois que vous avez quelque chose de traditionnel, de classique et que vous proposez quelque chose de nouveau, il faut former les clients. Et ça, c'est très très important pour intégrer le client et pour être certain qu'ils comprennent le produit. Bien. Ujjivan, une petite banque de financement en Inde, 2,3 millions d'épargnants, plus d'1 milliard d'euros en dépôt. La plupart des clients sont surtout des femmes à faible revenu. Il y a pas mal d'aspects intéressants ici. Et je pense que Ujjivan s'inscrit bien dans les 3 catégories que nous avons citées. Une grande variété de produits, des comptes épargne flexibles, un compte urgence extrêmement important cette année. Et puis la publication explique également les réactions de cette organisation au Covid. Donc si cela vous intéresse, regardez cela de près. C'est vraiment très très intéressant ce qu'ils ont proposé en termes d'urgence. Et les clients peuvent retirer la totalité des fonds à n'importe quel moment, surtout si le client a subi un choc. Alors, élément novateur, la manière de distribuer ses produits. Alors, des produits au pas de la porte, déploiement technique des guichets numérique, une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en plusieurs langues, service banquier par téléphone mobile, donc le tout pour que l'épargne soit plus simple. Manaj, est-ce que vous aussi vous voyez les choses comme cela? Oui. Ujjivan, au départ, proposait des crédits et est devenu donc, est une banque. Une fois que l'on propose des produits bancaires clés, ou par exemple avoir des dépôts jusqu'à 1 milliard et proposer en même temps que chacun puisse retirer à tout moment l'argent, c'est assez impressionnant. Puis, ils ont des produits populaires également, appréciés. Donc le client peut retirer l'argent s'il y a une urgence. Et cerise sur le gâteau, les modules sur l'éducation financière. Donc il consacre beaucoup d'efforts pour accroître les compétences financières. Et donc, toute personne ayant plus de 11 ans est éligible à ces modules de formation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet qui est proposé. Effectivement, dans le document, dans la 3e section, on parle beaucoup de Ujjivan avec les nombreux aspects d'éducation financière faite à titre personnel, disons en présentiel ou à distance. Voilà. Ensuite, 3e volet, encourager les clients à épargner. Et dernièrement, ces dernières années, il y a eu de grands progrès réalisés par rapport aux études qui ont été faites. On comprend mieux les décisions qui peuvent être prises par les clients, comment les encourager à se décider à mettre de côté. Et donc, nous pouvons évoquer plusieurs projets dans ce sens. Renew, tout d'abord, qui a été créé en tant que coopérative à l'origine, entre une ONG qui se concentrait sur l'émancipation des femmes et une banque allemande. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Renew a développé un modèle d'encouragement de l'épargne combinant plusieurs approches comportementales avec l'éducation
financières obligatoires, certaines épargnes obligatoires qui ne peuvent être retirées qu'en clôturant le compte. Certaines organisations ont l'épargne obligatoire pour accompagner uniquement un crédit. Ce n'est pas le cas ici. Moins de 10% sont également des emprunteurs. Ici, il s'agit avant tout d'inculquer des comportements d'épargne. Et donc, à côté du module éducatif, eh bien, ils aident à développer des objectifs, des techniques, la gestion des dépenses. Et c'est fait par toute une série de produits fournis à domicile également. Chiara, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette initiative? Eh bien, le volet éducatif est très intéressant. Plusieurs modules, la vidéo, la feuille de calcul fournie aux clients pour les aider à suivre leur budget. Et on se concentre vraiment sur l'éducation et la prise en charge du client. C'est un fournisseur de microfinance du Bhoutan avec le centre opérationnel sur place en se concentrant sur l'émancipation des femmes, le développement des agriculteurs pour les rendre indépendants. C'est une approche extrêmement intéressante. Tout à fait. Parlons maintenant de Opportunity Bank Serbia. C'est un cas très intéressant pour moi, assez différent des autres. Je crois que tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent Opportunity. OBS a été créé et transformé en 2007 en Opportunity Bank avec la prise en charge de plusieurs devises, dont l'euro. Et on se concentre ici sur la combinaison de l'épargne et du crédit pour cibler des clients qui ont de faibles revenus et des revenus informels. Et nous pouvons constater, n'est-ce pas, Chiara, que beaucoup de Serbes précaires n'auraient pas réussi à faire de grandes épargnes normalement, et il est intéressant de voir que des opportunités leur sont offertes. Cette initiative s'appelle Savings Hopscotch. En passant par la définition d'objectifs, en gérant comme il faut les dépenses, en séparant l'épargne du budget mensuel. Et peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu ces comptes spécifiques. Ça commence par un prêt et ensuite ça devient une épargne. Il y a un intérêt qui s'y rattache, mais il est considérable. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un produit très intéressant. Je n'ai pas rencontré de tels produits ailleurs. Un prêt sans intérêt est accordé pendant 3 ans. Ensuite, le client peut le retirer comme prêt. Et au fond, c'est le processus qui montre qu'il y a de l'argent sur votre compte. Ça apprend l'autodiscipline. C'est lié à un objectif. À la fin de l'année, l'objectif est réalisé. Vous pouvez donc retirer l'argent et vous en servir. Et Stash, le compte Stash souligne cet élément hybride, épargne-crédit, et c'est encore l'apprentissage de la discipline financière. Et ce qui ressort vraiment, c'est qu'à partir de 2017, Stash n'a perdu que 7 clients. Et 94% des clients ont pris le montant le plus élevé de l'épargne. Et c'est donc un produit très novateur et très apprécié. Et ça offre donc de grandes possibilités via cette Opportunity Bank Serbia. D'ailleurs, les enquêtes de satisfaction montrent le fort taux de satisfaction des clients. Et si quelqu'un me donne un prêt sans intérêt,
qui peut devenir de l'épargne sans que je fasse grand-chose, je serais content également, bien sûr. Bon, se pose la question de la durabilité et du fait de multiplier cette démarche. Mais c'est avant tout une initiative éducative plus qu'un produit d'épargne qui peut être élargi à des millions de personnes. Mais c'est intéressant. Passons au dernier pour qu'on ait un peu le temps pour évoquer d'autres éléments. Nous allons parler de Fansoto. Manoj, c'est à vous à nouveau. Fansoto se trouve au Sénégal. C'est une IMF qui fonctionne dans une municipalité qui a fait l'objet de conflits armés pendant plus de 30 ans. Le contexte est donc très délicat, avec des femmes très pauvres, ce qui permet d'offrir un service bancaire au village avec des services non financiers impressionnants. La formation, de la gestion des budgets ménages, de l'épargne ménage. Les bénéficiaires sont avant tout des femmes, avec 6 modules de sensibilisation initiaux, un programme de formation annuel qui est ciblé sur une audience illettrée ou quasi illettrée, un module séparé sur l'émancipation, la séparation des budgets des ménages. Le compte est un compte individuel, un compte de dépôt individuel qui s'appelle It's Possible, c'est possible. Il y a un groupe d'épargnants qui est créé. Les membres se réunissent régulièrement. Il est possible de déposer un minimum de 70 centimes d'euros. Les clients peuvent décider d'épargner plus que ce minimum, bien entendu. Manoj, qu'en pensez-vous? « 99% des clients ont des épargnes, mais parmi les pauvres, 40% n'ont jamais eu de produits de ce type. Et donc, c'est la seule plateforme d'épargne qui leur est proposée, notamment dans une zone de conflit. C'est exceptionnel. Avec des seuils d'épargne très faibles, 70 centimes d'euros, c'est indiscutable. Avec un taux d'intérêt de 2% par an qui est versé. C'est un produit d'épargne très intéressant, en plus accompagné par les modules éducatifs. Oui, parmi les semi-finalistes, je crois que c'est là que le volet inclusif ressort nettement. 99% sont des femmes, beaucoup qui ont moins de 35 ans, extrêmement isolées, 40% n'ont jamais eu accès au crédit. Ce sont des extrêmement exclus. Et un taux de 2% d'intérêt, c'est intéressant, c'est suffisant vraiment pour encourager l'épargne. C'est tout à fait correct. Je souhaiterais maintenant demander à Chiara son impression d'ensemble du processus. Dans notre travail d'équipe, cette année, on a épluché beaucoup de dossiers concernant l'épargne. Et qu'est-ce que vous en retirez? Pour le processus, bon, ça fait des années que je suis ceci. Et ce qui était impressionnant, c'est que avec l'arrivée de la crise du Covid, simultanément, nous avons eu l'arrivée des candidatures. Ça a été un vrai défi. Mais ces demandes étaient un signe d'espoir, pour ainsi dire, puisque les différentes institutions essaient de gérer la crise à partir de différentes perspectives. Et nous avons utilisé comme information supplémentaire les états financiers pour étudier la performance financière. Bref, tout ceci a été vraiment très encourageant, une lueur d'espoir. Le fait également de voir, émanant du monde entier, des initiatives de nature très diverses, avec des approches sur mesure pour le client, pour répondre aux besoins des personnes qui se trouvent tout en bas de la pyramide.
Oui, c'est ce qui m'a frappé également. Nous avons posé des questions complémentaires après le début de la procédure. Là, on était déjà en février-mars. Il est apparu que le Covid n'allait pas être un feu de paille, mais qu'il allait vraiment nous transformer. On leur a demandé quelles étaient leurs réactions offertes à ce défi. Il y a eu un vrai dialogue. Nous leur avons demandé les états financiers bien plus tard que ce que l'on fait d'habitude, et beaucoup ont rencontré de grandes difficultés avec le confinement entre autres, et elles ont été très ouvertes à fournir des informations. Manoj, quelles sont vos impressions, pas tant sur la procédure ou pour ces 10 en particulier, mais est-ce que tout ce qui a été lu ces 10 dernières semaines, est-ce que ça correspond à votre expérience dans le monde de l'épargne? Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est de voir cet accent qui est mis sur l'épargne pour ceux qui ont des difficultés. Et on voit une multitude de produits ciblés sur l'épargne. Alors bien sûr, on commence par épargner, on veut emprunter, on a besoin d'une assurance, produit, etc. Et il est bon de voir une tendance à l'hybridisation, à des produits hybrides qui me permettent de répondre à ces différents besoins, et c'est très réconfortant. Nous voyons bien sûr également que la technologie commence à accompagner cette tendance. C'est très positif. La technologie ne devrait pas être une fin en soi. Les clients doivent s'habituer à cette nouvelle technologie. Alors on peut être enthousiaste, bien entendu. Au début, on se dit que la technologie va tout résoudre, mais il faut aller au-delà. Il ne faut pas oublier le client qui bien souvent est laissé de côté. Donc, si on veut que la technologie soit inclusive, n'oublions pas précisément ce client. Tout à fait juste, puisqu'il y a des barrières, des obstacles à la confiance, surtout au niveau des clients qui sont tout en bas de la pyramide. On voit les grandes épargnes qui peuvent être mises en place. Eh bien, il est important que les agents puissent construire cette confiance pour que les demandeurs s'appuient sur cette confiance d'emblée. Effectivement, la confiance est un élément crucial. C'est une des raisons. Un élément des études faites sur les études liées notamment aux produits fournis à domicile le montre. Comment garantir cette confiance? Et c'est là que l'on voit qu'il est difficile d'avoir des produits fixes. Des produits flexibles, pardon. Si on a des fréquences trop fixes, cela pose problème. Mais d'autre part, s'il y a une flexibilité, comment est-ce que l'on sait que le percepteur, la personne qui va collecter les fonds, ne met rien de côté? Et là, la confiance est importante. On ne peut pas suivre et contrôler chaque percepteur. Et la clientèle doit connaître la technologie et doit pouvoir elle-même s'impliquer dans cette chaîne de communication pour que ça devienne très robuste. Bon, il nous reste 7-8 minutes. Je me tourne vers l'audience qui peut poser des questions. On a déjà reçu des commentaires intéressants. Merci à vous tous. Nous pouvons parler des fonds dormants. C'est le spectre qui pèse, qui plane sur les épargnes avec des centaines de millions de comptes qui sont ouverts, mais il faut ensuite voir s'ils sont vraiment utilisés, s'ils servent à quelque chose, ou si cela ne fait que répondre à des ODD ou des objectifs X, Y. Donc, Chiara, comment est-ce que l'on mesure la vraie utilisation? Est-ce qu'on obtient des données sur l'utilisation des fonds? Est-ce que les institutions peuvent fournir des informations à ce titre? Dans le document que nous avons rédigé,
on a fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, à savoir faire un petit travail éditorial. À savoir que le secteur doit trouver les voies et moyens permettant d'investir dans l'aide technique pour pouvoir développer des normes. Je ne sais pas comment tout cela est faisable en réalité. Pour moi, il s'agit de sensibilisation avant tout. Manoj l'a dit. Bon, il y a deux piliers, d'une part l'éducation, d'autre part la confiance. Je vais utiliser quelque chose si j'y fais confiance. Et pour les personnes qui sont sensibilisées au monde financier, déjà je donne de l'argent à la banque puisque je lui fais confiance. Je dois faire confiance à toutes les conditions des contrats. Et c'est pour ça que j'apprécie les finalistes de cette année. Beaucoup s'appuient sur l'éducation des clients en veillant à ce que non seulement on ouvre les comptes, mais également à ce qu'ils soient utilisés, que les clients aient confiance, versent les fonds et comprennent comment se servir des fonds quand ils en auront besoin. Et c'est crucial, Mobilink le fait d'ailleurs sur une base tout à fait technologique ou DSS, puisqu'on change la tradition en lui donnant une petite touche de technologie. Manoj, vous vous trouvez en Inde, et plus que quiconque, on a des chiffres élevés d'ouverture de compte, mais ça peut être un mirage. Et comment est-ce qu'on mesure le vrai usage qui est fait de ces comptes ouverts? Récemment, le gouvernement a ouvert 2 millions de comptes. De petits montants ont été placés tous les mois, du genre $7 par mois pendant 3 mois, des sommes assez réduites. Mais ceci nous montre que 40% des femmes n'ont peut-être pas reçu la communication, ce qui est possible, ou bien que c'est lié au compte dormant, que les personnes ne savent même pas qu'elles ont un compte qui a été ouvert. Alors il est vrai que le gouvernement pousse les citoyens à ouvrir un compte, mais qu'ensuite ces comptes sont oubliés. On peut imaginer les volumes qui ont été dépensés pour ouvrir ces fonds, alors que ces fonds restent maintenant inutilisés. Oui, l'épargne va au-delà de l'ouverture d'un compte, n'est-ce pas? Le document décrit l'épargne comme un verbe plus que comme un nom, saving en anglais. Et il faut avant tout penser à l'objectif, n'est-ce pas, et pas uniquement au processus qui permet d'arriver à cet objectif. En fait, l'épargne, c'est un paiement et des transferts. En fait, il faut veiller à faire comprendre aux personnes pauvres que l'argent ne doit pas rester inutilisé. C'est le message que l'on doit faire passer. Et il faut qu'il y ait des incitations pour que l'argent soit réellement retiré de façon ultime. Et cela peut être fait en disant, eh bien, si vous ne retirez pas les fonds, ou en bout de course, les fonds reviennent au gouvernement. Le gouvernement doit envoyer les bons messages. Et il y a un certain nombre de problèmes à résoudre, sinon ça ne sera qu'un message vide de sens. Oui, ou sinon il y aura les impôts qui passeront pour récupérer l'argent. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Tout d'abord, merci beaucoup Manoj, merci Chiara, non seulement pour ce débat, mais également pour toute la préparation pendant plusieurs semaines, l'information que vous avez collectée. Merci à l'audience, merci aux interprètes. Je vous encourage à nous suivre à 14h
lors de la cérémonie de remise de prix avec des discours et des vidéos qui vont présenter les finalistes ainsi que l'annonce du lauréat. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver le document qui a été rédigé sur la page de session et sur le site EMFP. Dans un quart d'heure, nous aurons la plénière sur l'épargne qui va débuter sur la création d'un environnement effectif permettant l'épargne avec, si vous voulez, l'écosystème réglementaire. Ça peut être très intéressant. Vous avez différentes mises à jour qui seront placées sur le site avec un volet exposition également. Merci beaucoup. Je vous souhaite quelques journées agréables au cours de cette conférence. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, si vous le permettez, donc il est temps d'ouvrir la fenêtre. Peut-être que vous aussi, vous pouvez prendre l'air et un petit rafraîchissement. Nous nous reverrons dans 15 minutes.